Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19e épisode du Comex de la saison. 19, c'est aussi le numéro de la page à laquelle vous pouvez retrouver l'excellent article de Chérif Guémour dans la dernière revue de l'Afterfoot, dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations et aux gestes qui ont changé l'histoire. Un article articulé autour de la notion de temps dans les séances de pénalty la plus prestigieuse des compétitions africaines. Chérif y évoque bien évidemment les 9 des 20 dernières finales de la CAN qui se sont clôturées au tir au but, mais aussi cette séance mythique entre Camerounais et Ivoiriens lors de l'édition 2006 où chacun des 22 acteurs avait dû s'élancer sous la pression de deux pays tout entiers. Comme tout bon article de Chérif qui se respecte, on y retrouve aussi des références culturelles à part, comme ce fameux concert de Kalsoum en 1967 à l'Olympia, ou l'orchestre de Fela Kuti et ses tonalités afrobeat. Pour découvrir cet article, je vous invite donc à vous rendre sur le site de l'after.media, sur lequel vous aurez la possibilité d'acheter la dernière revue, ou de vous abonner pour seulement 42 euros par an, soit 4,5 euros par mois, pour recevoir les 6 revues annuelles de la revue de l'After. Et en plus de ça, si vous êtes un véritable passionné, vous avez aussi la possibilité, en vous abonnant, d'écrire pour la revue, puisque le site ouvre ses portes à ses abonnés les plus fervents qui souhaiteraient écrire dans ce bimestriel. Donc je le rappelle, tout ça se passe sur le site de l'after.media. Basculons désormais donc dans notre sujet du jour. Les dirigeants du football marquent-ils des buts? En décembre dernier, 24 des 36 clubs de première et deuxième division allemande voté pour une motion leur permettant de discuter désormais avec des investisseurs pour une potentielle entrée au capital de la Ligue. Une décision prise dans le but de rattraper le retard économique pris vis-à-vis de la Première Ligue en apportant des fonds propres directement disponibles au club. Une potentielle vente de 8% des parts de la Ligue était envisagée pour un montant total avoisinant le milliard d'euros. Une décision qui fut très fortement contestée par bon nombre de groupes de supporters allemands, estimant surtout que cette décision fut prise par des dirigeants déconnectés de la réalité et en quête absolue de profit au détriment de l'identité du football allemand. Depuis décembre, plusieurs matchs ont donc été interrompus par des manifestations de supporters à travers des jets de balles de tennis, d'accrochage de cadenas au filet d'un but, d'intrusion de voitures et d'avions télécommandés, le tout jusqu'au week-end dernier où la Ligue a fini par revenir sur sa décision en abandonnant l'idée d'une ouverture de capital. Cette réaction notamment fait écho à la règle du 50+1, empêchant tout investisseur de détenir plus de 50% des parts d'un club et permettant au groupe de supporters de conserver un certain droit de regard, voire même un pouvoir de décision sur la gestion du club. Cette règle spécifique du football allemand permet de s'interroger évidemment sur le rôle des groupes de supporters dans la gestion d'un club de foot, sujet qu'on a déjà de très nombreuses fois évoqué dans ce podcast du COMEX, et d'ailleurs auquel je vous renvoie, mais aussi sur le rôle de dirigeants de clubs. C'est évidemment notre sujet du jour en écho à de nombreuses tendances qui se développent dernièrement dans le monde du football, puisque depuis près d'une décennie, l'actionnariat des clubs de football a évolué en même temps que le football s'est financiarisé. Les présidents propriétaires ont laissé leur place aux fonds d'investissement, fonds souverains ou conglomérats d'actionnaires, qui projettent à la tête des clubs des gestionnaires aguerris dans la principale mission et la rentabilité, parfois, voire même souvent, au détriment de l'identité du club. On peut y ajouter aussi la question de la multipropriété de clubs, qui concerne désormais plus de 350 clubs dans le monde, là où elle n'en comptait que 150 il y a 2 ans. Cette fameuse MCO, comme elle est surnommée, éloigne encore plus le propriétaire de ses clients, qu'ils soient simples consommateurs ou supporters passionnés. Pour autant, pour répondre à la question implicite de savoir à quoi servent nos dirigeants aujourd'hui, il est essentiel de ne pas limiter cette notion au simple actionnariat. Chaque structure sportive a aujourd'hui sa propre organisation dans laquelle des directeurs généraux, financiers et sportifs sont nommés et ont aussi leur rôle dans la gestion des clubs. Par exemple, la non-présence régulière au stade des propriétaires des 3 plus grands clubs de Ligue 1, à savoir l'émir du Qatar, Frank McCourt et John Textor, ne doit pas occulter que d'autres personnes sont aussi en charge des affaires courantes et ont elles aussi un devoir de représentativité, comme tu le soulignais dernièrement dans un tweet, David. Enfin, n'oublions pas non plus que la notion de dirigeant dans le football ne se limite pas uniquement aux clubs, mais aussi aux instances. En France, les actuelles difficultés à trouver un diffuseur pour le championnat, mais aussi la constante incapacité à établir une vision long terme sur de multiples questions comme la définition d'un modèle de jeu, la structuration économique ou la gestion des supporters, et évidemment bien d'autres questions encore, laissent sous-entendre que les dirigeants du football français sont plus adeptes du but contre son camp que des extérieurs du pied en lucarne.
Évidemment, il est difficile et peu productif de mettre tous les dirigeants dans le même panier puisque chaque organisation a aujourd'hui ses propres spécificités. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de débattre et de répondre donc à cette question aujourd'hui. Les dirigeants marquent-ils des buts ou de manière plus explicite, à quoi servent nos dirigeants? Évidemment, pour répondre à cette question, on a fait appel à nos meilleurs dirigeants. Le premier d'entre eux est dirigeant de la société LTT Sport, cabinet de conseil pour les clubs de football qu'on reçoit pour la deuxième fois dans le COMEX cette saison. Olivier Jarros est avec nous en direct de la Confédération helvétique. Comment ça va, Olivier? Grüezi miteinander, tout va bien, merci. Excellent. Je prépare les votations. Très bien, parfait. Lui, on l'a à multiples on lui a je vais y arriver. On lui a à multiples reprises proposé des postes de dirigeant dans son entreprise qu'il a préféré refuser afin de s'assurer une nouvelle Ligue des Champions dans sa 18e saison de football manager avec les Girondins de Bordeaux. Toujours aussi productif, hein, David? Alors absolument, et je suis ravi que tu en parles parce que je suis actuellement dans une partie absolument exceptionnelle. J'espère qu'il y a des joueurs de Football Manager qui nous écoutent. Ou tenez-vous bien, je vais faire court. J'ai pris Salford City, donc le club de la Class of 92, Gary Neville, Nicky Butt, David Beckham, qui cherche d'ailleurs des actionnaires minoritaires. Euh, En 4 saisons Première League, et là je suis bien parti pour me maintenir dans ma première saison de Première League. Donc voilà, s'il y a des dirigeants qui marquent des buts, David Glusman est l'un d'eux. Mais tu veux pas lancer un petit compte Twitch par hasard? J'y pense, j'y pense absolument. Très bien. Quand on lui a dit qu'on préparait une émission sur les dirigeants dans le football, il a directement été relire le premier chapitre de son prochain livre intitulé Mbappé, le dirigeant bercé à la sauce macroniste. Comment ça va, JB? Ça va bien, Kylian va bien aussi, tout le monde va bien, le PSG gagne, le PSG gagne sans Kylian, le monde va très bien, le Qatar aussi va très bien, merci. Kylian demain soir sera propriétaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Oui, c'est qui va lui être c'est le futur sur un premier plateau ministre, par hein. Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça. Un petit coup de promo sur le bouquin, JB? Tant qu'on y est. Avec Clément Perniard, on a la chance de sortir chez Michel Lafon le 7 mars un Révolution Mbappé, dans lequel vous apprendrez tout ce qu'il n'a jamais dit, tout ce qu'il ne dira pas, et tout ce qu'il est, c'est-à-dire un joueur de NBA, un joueur qui se rêve en politique, un joueur qui devrait passer dans le COMEX bientôt et nous racheter très vite. Je le souhaite, je nous le souhaite, je l'espère. Exactement. Et enfin, pas de poste de dirigeant en perspective pour lui, enfin pas encore, tout du moins, mais un poste bien rodé au partenariat de l'Accor Arena. Flo, j'ai besoin d'un petit débrief de ce concert de Kanye West hier soir. Alors, ce n'était pas un concert, c'était donc une listening party, puisque Monsieur Ye, comme il faut désormais l'appeler, ne chante plus sur scène. Il fait un show, mais il ne chante plus sur scène. Et il se pointe avec 1h20 de retard. Mais sinon, c'était 1h20? quand même fort intéressant. Ouais, 1h20. Ou c'est pas beaucoup, finalement. Bah non, mais enfin, ça dépend, quand même, un peu. Non, mais comme c'est censé commencer tôt, ça a commencé sur 22h, donc ça allait encore. D'accord. Non, je voudrais juste de nom, de rajouter. toute façon. Comment? Il faut toujours se méfier des mecs qui changent de nom, c'est jamais. Ouais, oui. De toute façon, a priori, il fallait se méfier dès le début avec lui. Hein. Non, je voudrais juste attester par contre d'un phénomène, effectivement, le phénomène Football Manager. Il suffit quand même d'un match de national pour que David remette toute sa saison de Football Manager en cause et se dire qu'il allait commencer une nouvelle saison et une nouvelle carrière FM avec Le Mans. Donc, je l'ai absolument dit, aux Bauer. alentours de la 70e minute, je me suis retourné vers Flo, je me dis, on prendrait pas Le Mans en Football Manager? Voilà, ouais. Après avoir fait tout l'effectif en long, en large, en travers du Mans de Rudy Garcia en 2007, il s'est finalement dit que c'était une très bonne idée de commencer une nouvelle partie de Football Manager. Absolument, voilà mon vendredi soir. Le mec, il va Pas de GRI Club pour David dans les prochaines semaines. il va relancer la MM Arena, tu vas voir, ça va être super. Absolument. Bon, vous l'aurez compris, messieurs, dirigeant ne signifie pas nécessairement actionnaire, ce qui vous laisse encore une chance de jouer un rôle particulier chez 11e art, puisque vous pouvez devenir actionnaire de l'association en faisant des dons à notre association. Donc, pour ça, très simple, vous tapez Hello Asso 11e art dans la barre de recherche Google, vous prenez le premier lien qui vient, et vous aurez ensuite la possibilité de faire un don soit ponctuel, soit régulier, qui nous aidera évidemment grandement. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire de dons, je vous invite simplement à nous aider à référencer au mieux notre podcast en likant, en commentant, en vous abonnant, en repartageant ou en activant la petite cloche pour être informé des derniers épisodes publiés. Les dirigeants marquent-ils des buts? Eh ben, on va laisser la parole à notre ami Olivier pour ce premier sujet, pour ce nouveau sujet. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe, merci également aux auditeurs. Alors, les dirigeants de club marquent-ils vraiment des buts? C'est une très très bonne question, totalement dans le goût
du podcast. Probablement, on devrait saluer Thibaut Leplat et jouer dans la philosophie en faisant une thèse, antithèse, synthèse. Je crois que je vais me réduire à faire la thèse. Je laisse mon collègue ou mes collègues pour faire l'antithèse et la synthèse. Mais en fait, pour répondre à cela, permettez-moi en fait de vous partager une anecdote fascinante. Il y a 8 ans, j'ai eu l'immense privilège de déjeuner avec un géant du football, le dirigeant du City Football Group, Ferran Soriano, à Munich. En fait, il n'était pas venu pour moi, mais il était venu pour voir Guardiola. Ça, je l'ai su que après. À vrai dire, on avait fait une session, on avait fait une formation pour les dirigeants de club et on l'avait invité également pour évoquer ça. Et à ce moment-là, il m'a offert une histoire personnelle qui remontait à 2003, quand son équipe a remporté les élections du FC Barcelone, puisqu'il était avant dirigeant au FC Barcelone. Et il a tiré une leçon très intéressante. La présumée simplicité avec laquelle on résume souvent le football à la trajectoire du ballon, qui peut en effet masquer en fait cette complexité incroyable et la nécessité d'une gestion à viser. Et Ferran m'a confié que on lui avait dit le ballon entre, tout va bien, le ballon sort, tout va mal. Et une perspective qui est bien évidemment réductrice, mais qui l'a en fait poussé à écrire un ouvrage captivant. Alors c'est pas l'ouvrage qu'on va forcément évoquer ce soir, enfin, mais cet ouvrage s'appelait la Pilota no entra per azar, puisqu'il a écrit en espagnol. Il y a la version anglaise, je n'ai pas trouvé la version française, mais le titre sera plus ou moins le ballon ne rentre pas par hasard. Idée de gestion issue du monde du football. Enfin, il est très, très intéressant comme livre, même si c'est vraiment sur la période de Barcelone de cette époque-là. Et il affirme en fait que le succès du football va bien au-delà de la simple chance. Donc le ballon ne rentre finalement pas par chance dans un but. Et c'est là en fait que ça devient vraiment très intéressant, et aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que la gestion dans le football, ce n'est pas juste le résultat d'un match. En fait, non. Ça implique en fait une planification stratégique à long terme. Alors déjà, on commence à utiliser des mots peut-être un peu plus complexes, mais il faut s'adapter aux différents marchés, il faut comprendre l'industrie du divertissement, il faut avoir une vraie compréhension de l'industrie en fait et des différentes stratégies financières, et avoir aussi une vraie stratégie financière solide. Et les dirigeants en fait doivent, je dirais, jongler dans un environnement où la concurrence est de plus en plus forte, et pas uniquement avec les autres clubs, mais aussi avec toute forme de divertissement. Alors on peut parler de Netflix, on peut parler du théâtre, on peut tout simplement regarder un match du Paris Saint-Germain, aller au resto. Et en fait, j'ai commencé par cette histoire personnelle parce qu'en fait, les dirigeants de clubs de football ne marquent pas évidemment physiquement des buts, c'est une évidence, mais en fait, ils jouent un rôle déterminant dans la réussite ou dans l'échec de l'équipe. Et justement, par le biais d'un recrutement approprié. Et quand je parle de recrutement approprié, on ne parle pas forcément des joueurs, mais du directeur général, qui lui-même va sélectionner le directeur sportif, qui lui-même va sélectionner l'entraîneur. On pourra revenir peut-être en deuxième partie de l'émission, mais je pense que ça, c'est vraiment le recrutement approprié qui, avec des outils de formation adéquats, d'une vraie culture appropriée, fait qu'en même temps, ils doivent suffisamment être humbles, en fait, quelque part, pour reconnaître le mérite des joueurs et des entraîneurs et rester dans l'ombre. Parce que même si à la base, c'était leur décision, en fin de compte. Et cette gestion, en fait, avisée, elle exige une connaissance vraiment approfondie du marché du football professionnel, une identification des concurrents, une stratégie bien définie, un vrai plan pour générer des revenus tout en gérant les coûts. Parce qu'aujourd'hui, les coûts explosent dans le football, alors qu'on a l'impression que c'est uniquement les revenus. Et par l'expérience que j'observe de la gestion des clubs dans des territoires aussi variés que la Suisse, la Pologne, l'Espagne, l'Angleterre ou l'Ukraine, où nous travaillons, elle souligne l'importance de cette approche vraiment adaptée presque par territoire. Et je pense que la réussite, en fait, à long terme dans le football, comme dans toute entreprise, et là je renvoie les auditeurs aussi au podcast numéro 15, repose moins sur la chance
que sur une gestion en fait stratégique et un leadership efficace. Et en fin de compte, les dirigeants de club marquent des buts non pas en frappant littéralement le ballon, mais en élaborant des stratégies gagnantes, en comprenant le marché, en prenant des décisions éclairées et qui positionnent leur club pour le succès en et sur le terrain. Et ici, en fait, on peut encore mentionner la tendance en fait des anciens joueurs et même des joueurs actuels qui commencent à s'impliquer dans la reprise des clubs. Alors, tu as mentionné au début Beckham qui cherche un actionnaire minoritaire, mais c'est vrai que les joueurs disposent naturellement de ressources, d'un niveau de connaissance et de l'intérêt du jeu. Et ici, j'aimerais faire référence à Lukas Podolski, qui est actuellement joueur et propriétaire d'un club en Pologne, à Górnik, qui est à la fois justement un dirigeant et un buteur. Donc finalement, dans ce cas précis, il marque, il plante, comme dirait l'autre, et il est comme dirigeant. Mais effectivement, d'anciens joueurs devenus propriétaires de clubs qui deviennent des entreprises. Alors, on a cité Beckham aux États-Unis. On pourrait citer le vrai Ronaldo qui est devenu actionnaire principal du Real Valladolid. On pourrait évidemment mentionner Didier Drogba avec le Phoenix Rising ou Zlatan qui a repris le club suédois de Hammarby. Mais c'est vrai que cette tendance de voir ces anciens joueurs, Thierry Henry aussi, je pense à Como et avec Cesc Fabregas, ou même Gérard Piguet, ça c'était intéressant, qui a racheté un club FC Andorra, qui est devenu d'ailleurs le premier club à jouer dans le championnat espagnol en tant que club professionnel n'étant pas d'Espagne, souligne un peu que voilà, les dirigeants, s'ils ne le font pas physiquement, bah, ils ont évidemment un rôle essentiel. Merci beaucoup, Olivier. David, je te laisse enchaîner. Non, moi, ce qui m'intéresse, là, Olivier l'a dit, la réussite, enfin, le choix des dirigeants est prépondérant dans le cadre de la réussite de la mise en place d'une stratégie sportive. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est de voir que il y a eu initialement, il y avait un marché des joueurs. Il n'y avait pas de marché du tout parce qu'il n'y a pas de contrat à temps. Après, il y a eu le contrat à temps, il y a eu le marché des joueurs. Après, il y a eu le marché des entraîneurs. Et désormais, il y a le marché des dirigeants. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment la saga Dan Ashworth à Newcastle. Donc Dan Ashworth, c'était celui qui, avec Tony Bloom et d'autres, a mis en place la stratégie sportive de Brighton, qui s'est fait débaucher par Newcastle, donc par le PIF, par le fonds souverain saoudien, avant de se faire redébaucher désormais par Ineos et par Man United. Donc, et on voit qu'apparaissent des termes très propres aux hauts managers ou aux cadres dirigeants, comme celui de gardening leave. Un gardening leave en anglais, c'est une période de non-concurrence dans laquelle l'employé doit rester chez lui, ne pas rentrer en contact avec les employés, les salariés et son nouvel employeur pour éviter justement en fait de divulguer des secrets, parce que bien évidemment Dan Ashworth a eu accès à toute la planification sportive de Newcastle dont il pourrait se servir pour la mettre en place à Man U. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau. On parle même d'indemnité pour les dirigeants de club. On parle de plus de 20 millions de pounds dans le cas de Dan Ashworth. Il y a eu bien évidemment le cas de Berrada, qui était un des stratèges justement de Ferran Soriano à Man City, qui là aussi va rejoindre l'équipe de Braceford à Man United. Et Braceford, ce sera d'ailleurs ma recommandation à Nice, qui est connu pour, en plus d'être un cerveau, d'être un des meilleurs recruteurs dans le monde sportif mondial. Cela dit, une longue introduction, mais une courte présentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les dirigeants qui marquent des buts, mais contre leur camp. Parce que c'est un des principaux fléaux du football mondial. C'est-à-dire qu'un mauvais dirigeant, une mauvaise reprise de club, et c'est plusieurs décennies d'existence et de prospérité qui peuvent être balancées par la fenêtre. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être évité par deux types de contrôles qui sont, à mon sens, soit inexistants, soit pas du tout adaptés. Il y a un contrôle a posteriori de la reprise de club ou la nomination d'un dirigeant, et un contrôle a posteriori. Ce contrôle, donc a priori, pardon, donc avant la reprise d'un club. On sait qu'en France, la DNCG est le gendarme financier, comme nous l'appelons. La DNCG valide les budgets. Le but de la DNCG, c'est que chaque club, à la fin d'une saison, chaque participant puisse finir la course pour garantir l'équité de la compétition. La DNCG a également un rôle, mais uniquement consultatif.
en cas de reprise de club. C'est-à-dire que la DNCG peut émettre émet une recommandation qui peut être négative, qui peut être positive en cas de reprise de club, mais ne peut aucunement bloquer une reprise de club. Il n'a pas de droit de veto. Et ça donne lieu à des situations quelque peu ubuesques. Pour vous donner des exemples, il y a le Lille de Gérard Lopez, qui va beaucoup revenir au cours de mon intervention, qui est acheté en janvier 2017, mais interdit de recrutement par la DNCG en hiver 2017, donc 12 mois après. Donc là, tu te dis, mais le business plan en fait de Gérard Lopez, qui était à la base un LBO, on en a déjà parlé en fait du mécanisme de LBO dans ce podcast, n'a pas changé en un an. Idem avec Bordeaux. Bordeaux est un club qui a été repris par GACP, un conglomérat américain. Bordeaux est un club qui perdait traditionnellement et chroniquement, et la DNCG le savait, 10 à 15 millions d'euros par an. Et le nouveau schéma d'acquisition garantit un dividende obligatoire et prioritaire aux nouveaux actionnaires de 10 millions. Donc en fait, tu te dis, mais comment tu valides un business plan dans un club qui perdait 15 millions où tu garantis au nouvel actionnaire, sans injection massive de fonds, 10 millions tous les ans? Donc là, c'est quand même quelque chose de curieux. L'Olympique lyonnais, une situation que tu connais très bien, Valentin, je cite la presse de l'époque, la DNCG valide sans encombre en décembre 2022 la reprise de l'Olympique lyonnais par John Textor. L'été 2023, Lyon a un recrutement encadré. Là encore une fois, quel intérêt d'encadrer le recrutement, donc d'empêcher l'exécution du business plan par celui qui a repris le club si 6 mois avant, tu l'as validé. C'est-à-dire que soit il y a un problème de compréhension, et je pense que ce n'est pas le cas, parce que la DNCG est constellée de gens ultra compétents, soit il y a un problème d'armes à la disposition de la DNCG et de tous les organes de contrôle. Parce que le cas d'école, et c'est justement ce contrôle a posteriori, c'est-à-dire que a posteriori des gens qui sont déjà actionnaires, c'est que, à mon sens, une carte d'identité européenne, voire mondiale des actionnaires, avec une coopération entre les différents organismes de contrôle, devrait être créée. Le cas d'école, c'est 777 Partners, qui est actionnaire d'ailleurs du Red Star, du club que nous sommes allés voir, qui est actuellement en processus pour reprendre Everton, qui est un des clubs fondateurs de la Première Ligue. Première Ligue qui est un produit, donc c'est essentiel que ces participants, les clubs fondateurs, aient à leur tête un actionnaire avec une stratégie viable, qui, les clubs ayant un besoin criant de financement, et ça on le dit, on le répète, est actuellement en train de se faire valider par la Première Ligue. Mais la Première Ligue, elle a les fesses entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, Everton est dans une situation financière absolument dramatique. Everton a perdu quasiment 500 millions de pounds depuis 2018. Everton a explosé, d'ailleurs, la sanction a été réduite aujourd'hui, absolument tous les ratios de déficit permis. Mais Everton est un membre historique. Donc, est-ce que la Première Ligue peut se permettre de perdre ce membre historique? Et là, la seule recours de financement, c'est 777, qui est un fonds qui est grosso modo une pyramide de Ponzi, qui finance ses investissements court terme parce que la dette très chère long terme. 777, pour vous donner une idée, c'est des salaires non payés au standard, c'est un État italien qui efface 65% de la dette fiscale en Italie pour permettre au Genoa qu'il possède de continuer. C'est un actionnaire minoritaire, mais qui est au centre d'une brouille d'actionnaires à Séville. C'est un club en déshérence totale au Hertha Berlin. 777, en plus de la dégradation de sa note de crédit, en plus des différentes actions judiciaires, c'est typiquement le genre d'entité qui profite justement de besoins de financement criants des clubs pour se développer et pour se poser en recours. Mais quand on regarde la gestion de 777, on ne peut pas penser que c'était une solution viable. Et surtout, je ne comprends pas que des ligues aient accepté 777 comme recours principal en cas de reprise de club. C'est-à-dire que dans ma présentation, il y a non seulement ce contrôle a priori qui n'est pas effectif,
le contrôle de la DNCG, par exemple, dont le pouvoir n'est pas assez fort, mais également ce contrôle a posteriori, une fois que l'actionnaire est identifié et qu'il a déjà un track record négatif, de le laisser se développer, pulluler dans le monde du football. Donc c'est vraiment ces deux types de contrôle sur lesquels j'insiste et qu'il faudra améliorer. Merci David, et je laisse l'homme qui s'autoproclame Kylian sur notre logiciel d'enregistrement enchaîner. Et j'insiste, Kylian le pauvre. Kylian C'est-à-dire le pauvre. Ah, je Kylian l'avais pas sans en entier. l'argent, Je l'avais pas sans en le entier. talent et sans le reste. Donc je compte Kylian sur vous, prof. achetez mon livre. Achetez mon livre. Alors, pour moi, on va d'abord commencer par un préambule. Pas de populisme ni de refus des élites. J'ai rien contre les dirigeants, ils sont importants. Olivier l'a dit, David l'a rappelé. Ils ont présenté tous les deux différents exemples. Ils sont importants parce que d'abord ils nous font rire, dédicace à la Brune et à Longoria. Mais avant de revenir sur ce que je vais vous dire, il y a plusieurs types de dirigeants. Il y a les bons, il y a les autres. Il y a ceux qu'on est prêt à finalement à débaucher, puis il y a ceux qu'on n'a surtout pas envie de voir rester. Mais c'est pas de cela dont je vais vous parler. Moi, je vais vous parler de leur talent. Je vais vous parler surtout du talent politique qu'ils ont développé. Pour moi, les dirigeants, avant de savoir marquer, ce sont aussi des gens qui vont avoir intrinsèquement une nature politique et géopolitique. Il y a des dirigeants du monde du foot à toutes les échelles, de la FIFA et de Gianni, qui fête ses 8 ans à la tête de l'institution. Gianni, on pense à toi. Au club de régional que David connaît si bien. Sans parler des clubs suisses, dont on taira les noms parce que personne ne les regarde, à part Olivier. Mais une fois qu'on en est là, j'ai envie, parce que Thibaut n'est pas là justement, de renverser les choses. Ce qui compte, parce que Thibaut nous manque, c'est pas de savoir si ils servent à quelque chose, mais de savoir de quoi ils se servent quand ils sont à la tête du football. On a des dirigeants propriétaires, Jean-Michel Aulas et sa relation avec la mairie de Lyon. On a l'absence de relation entre le club État, qu'est le PSG et Nasser, et la mairie de Paris. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir les conflits d'usage qu'il y a quand on est président. Le spectateur, lui, va aller rechercher du plaisir dans le regard du match. L'ultra, il va y jouer sa vie. Et le dirigeant, il va y chercher autre chose. Il va y chercher de la réussite sportive. Il va y chercher aussi des retombées. Il va y chercher de la notabilité. Donc, il va finalement être connu. Et ça va lui permettre finalement de devenir quelqu'un beaucoup plus rapidement que dans n'importe quel autre type d'activité. Pour avoir discuté avec des patrons de Ligue 1, ils vous expliquent qu'à partir du moment où ils sont devenus dirigeants d'une équipe, alors qu'ils étaient chefs d'entreprise à côté, et souvent de très grands groupes, ils se retrouvaient dans une situation où 99% de leurs emmerdes venaient du club de foot, alors que ça représentait 1% de leur activité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que, à côté de ce conflit finalement d'usage, entre le regard qu'on porte sur la fonction de chacun, il y a un conflit d'intérêts aussi qui se joue. C'est-à-dire que le patron qui va être à la tête de son club, vision très ancienne aujourd'hui maintenant on parle de dirigeant, on utilise finalement des termes qui nous viennent du management, et depuis 30 ans, il y a une professionnalisation des clubs, jusqu'à voir aujourd'hui des holdings et des groupes très sophistiqués comme le City Football Group, dont parlait justement Olivier. Et on se rend compte que derrière ça, la fonction du président, c'est pas forcément de gagner à la manière des clubs de NBA, c'est d'abord de générer du chiffre, ensuite de maximiser le profit, et de développer finalement sa réputation, celle de la franchise, donc le club, mais aussi finalement la sienne, à défaut de gagner. Et on voit par exemple un Textor, on peut se demander ce que Textor vient chercher aussi. C'est-à-dire qu'on va chercher aussi une notoriété en achetant un club, ça ouvre des portes, et il y a pléthore d'exemples qui montrent à quel point le football est une porte d'entrée assez formidable pour d'autres types d'activités. CF la CAN et ce que ça va rapporter à Alassane Ouattara, CF aussi tout ce que Gianni Infantino est capable de faire lorsqu'il se balade entre la Chine, l'Arabie Saoudite et d'autres endroits. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que quand on regarde la dimension politique du dirigeant, on se rend compte que le dirigeant il est confronté à un problème. Il y a un rapport de force il y a un rapport de force qui s'exerce vis-à-vis de celui qui possède l'argent, qui finalement le finance, l'investisseur. Mais il y a aussi un autre rapport de force qui s'exerce, c'est avec le joueur. Le joueur n'est pas un salarié comme les autres, et il en va de même pour les dirigeants. Le dirigeant est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. C'est pour ça que dire que se demander finalement si les dirigeants servent,
c'est aussi une manière de se poser la question du rapport qu'ils ont avec leurs employés. Dans tous les systèmes traditionnels, on est sur des systèmes pyramidaux. C'est-à-dire, on est sur des systèmes où, de l'église en passant par l'armée, on a finalement celui qui est à la tête de la pyramide qui manage de manière top-down, du haut vers le bas, donc qui impose. Hein, on appellerait ça un ministère en France. On tenterait d'appeler, enfin, on espère que dans les clubs, ça se passe comme ça. Et puis après, on regarde ce qui se passe au PSG. Et puis, on voit ce qui se passe ailleurs. On se rend compte que jusqu'à une période très récente, Kylian Mbappé, par exemple, faisait la pluie et le beau temps au PSG. Depuis qu'il a annoncé son départ, il a découvert un truc qu'on appelle le banc. Et c'est assez intéressant de voir ça, c'est qu'on se rend compte que les dirigeants, jusqu'à l'entraîneur, finalement, sont des auxiliaires. Et rares sont ceux qui marquent vraiment leur temps parce qu'ils doivent faire avec, finalement, un autre type d'acteur, qui est la personne clé, celui qui va littéralement marquer, et qui, dans ce cadre-là, a une capacité de nuisance et un talent qui le rend finalement incontournable. Si on résume finalement ce que je veux dire par là, c'est que le dirigeant va d'abord se servir du football pour son propre camp, pour ses intérêts propres. Ça ne va pas forcément servir toujours le football, et encore moins les intérêts de ceux qui en profitent, que ce soit l'ultra, le spectateur, éventuellement les investisseurs. Et puis derrière, ils vont surtout être une menace, parce que en se pensant beaucoup plus fort que les joueurs, ils oublient une chose, c'est que ce ne sont pas eux qui sont sur le terrain. Et on a pléthore d'exemples de présidents qui, à un moment donné, ont déconnecté avec le succès et ont finalement fait n'importe quoi à la fois dans leur mercato, dans la gestion des joueurs, de leurs entraîneurs ou de tous les cadres intermédiaires. Et ce qu'on peut dire par là, c'est que si les dirigeants servent à quelque chose, ils ont aussi une énorme capacité à littéralement faire s'effondrer l'écosystème sur lequel ils sont installés. Et il y a un exemple assez intéressant pour ça. On a malheureusement rendu hommage à Arthur Georges, décédé récemment, et on a vu Michel Denisot en tribune rendre un vibrant hommage à l'ancien entraîneur du PSG. Et quand on se souvient de ce qu'était Michel Denisot, qui représentait le groupe Canal, sur les années qu'il a passées à la tête du club, la première partie a été très réussie. La deuxième partie, avec l'usure et un rapport avec son propriétaire beaucoup plus compliqué, a été littéralement une lente et longue dégringolade. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est justement ce qu'on a avec la question des dirigeants, nécessaire, compliqué, mais posant aussi une vraie question, à qui sert le football et comment les dirigeants s'en servent? Merci beaucoup, JB. Écoutez, il n'était pas là la semaine dernière, vous l'avez entendu, mais du coup, il revient avec toute une flopée de nouveaux articles et de nouvelles punchlines, évidemment, tout à fait aiguisées pour sa nouvelle revue de presse. Mesdames et messieurs, je laisse la parole à Florian Lisca. Florisca. Et oui, messieurs, ravi de vous retrouver. Alors, je m'absente une semaine et je me retrouve le lendemain avec une émission de 1h15 à écouter mardi dernier. Et pourtant, sans revue de presse. Alors, la prochaine fois, n'hésitez pas, hein, dites à Val qu'il n'y a pas besoin de présentateur ou d'encoreman et vous partez sur 2 heures d'émission tout seul. Et moi, je fais quoi alors cette semaine? Une revue de presse de 15 minutes pour attraper celle de la semaine passée? Bon, c'est parti. Mais avant tout, 2 petites questions pour vous, JB et David. JB, tu faisais quoi aujourd'hui en ce jour de rentrée? Ne me dis pas que tu n'as pas accompagné Nasser Al-Khelaifi présent à l'Elysée en marge des pourparlers entre Emmanuel Macron et l'émir du Qatar concernant le conflit israélo-palestinien. Non, parce que tout expert géopolitique fan de foot et du PSG se devait d'y être aux côtés du Qatar, bien évidemment. Bon, et toi, David, tu es fier? Fier d'agresser et déshabiller un mineur de 17 ans, membre des ultramarines bordelais, le tout pour des divergences politiques parce que ce jeune homme suivait et soutenait Éric Zemmour et le Rassemblement national sur Instagram et les réseaux sociaux. Alors, je crois que c'est les ultramarines qui ont justement agressé ce... Alors, moi j'ai lu qu'il était aussi membre des ultramarines. Aïe, aïe, aïe. Non mais sérieusement, David, ta défense ne tient pas. T'as quel âge? C'est pas parce que t'es la caution de gauche, ouais, c'est chaud de dire ça là, des membres du Comex qu'il faut aller trop loin. Bon allez, revenons-en à notre revue de presse et à nos moutons qu'on débute avec la victoire de la semaine. Celle des supporters allemands contre la DFL, la Ligue allemande de football, forcée d'annoncer mercredi dernier son renoncement à l'accord prévu avec le fonds d'investissement américain CVC, suite aux protestations des groupes de supporters contre ce projet, 1 milliard d'euros donc contre 8% des futurs droits TV sur une durée de 20 ans. Un juteux pactole très mal perçu par les fans de foot outre-Rhin, comme l'expliquent Quentin Ballu et François Linden pour le site de SoFoot, et qui avait pourtant été validé en décembre dernier par 24 des 36 clubs des 2 premières divisions allemandes.
autorisant ainsi la DFL à s'associer avec des investisseurs étrangers, sous l'impulsion notamment du Bayern Munich, estimant comme d'autres clubs que chacun doit également avoir le choix d'ouvrir son capital aux investisseurs privés, quitte à remettre en cause l'historique garde-fou du 50+1 instauré en 1998. Et le tout permettant aux supporters évidemment de peser dans les décisions du club. C'était donc sans compter sur ces derniers, la levée de bouclier des supporters allemands, attachés à leur modèle traditionnel et craignant l'ouverture d'une boîte de Pandore, et dénonçant les investisseurs bien plus attachés à leur propre profit qu'au football et à ses valeurs. Mais pour une fois, la résistance populaire aura fini par l'emporter, après des mois de contestation dans des stades allemands, entre banderoles, jets de balles de tennis, fumigènes et voitures télécommandées. Bref, une contestation qui n'aurait probablement pas pu être possible en France, la faute notamment à nos chers préfets et leur aversion pour tous ceux qui chantent ou se déplacent pour son club. Au hasard, dernier en date, la préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui à l'occasion du match entre Rennes et l'AC Milan en Europa League, aura donc eu la brillante idée d'interdire le port des couleurs milanaises, et donc rouge et noir, dans certaines zones de la ville bretonne, par crainte de troubles à l'ordre public. Manque de peau, il aurait peut-être fallu lui expliquer que le Stade Rennais, club phare de son département, évolue lui aussi en rouge et noir. Et au final, aucune animosité au passage, le club breton allant même jusqu'à offrir les fameuses galettes saucisses aux 1300 tifosi italiens ayant fait le déplacement. Bon, si avec ça, moi, je me retrouve pas avec une plainte pour diffamation contre moi, je ne comprends plus rien. Bon, ça ferait peut-être un petit point commun entre le préfet d'Ille-et-Vilaine, l'actuel président de l'OM, Pablo Longoria, et le très classieux Jonathan Daval, qui a lui eu le toupet de porter plainte pour diffamation contre la famille de son ex-épouse Alexia, qu'il a pourtant assassinée. Lui, en revanche, n'a jamais été attaqué pour diffamation, et n'a jamais eu de véritable procès, surtout. Du moins un autre procès que le simulacre qu'il subit avec son groupe. La semaine dernière, Missak Manoukian, qui n'a rien à voir avec André Monval, est entré au Panthéon avec sa femme Mélinée, mais aussi avec ses 23 compagnons de résistance communiste, francs-tireurs partisans, main-d'œuvre immigrée, les fameux FTP et MOI, qui n'est pas du tout un nom de groupe ultra, Val non plus, et parmi eux, Rino Della Negra, joyau du foot francilien d'à peine 20 ans, nouvel espoir du Red Star dont il a porté la tunique à 7 reprises. Mais aussi et surtout un résistant antifasciste, fusillé après des mois de clandestinité et d'opérations contre les nazis en région parisienne. Comme on pouvait le lire la semaine dernière dans les colonnes du Parisien. Un homme à qui la France aura finalement terminé par rendre hommage des décennies après son club de Saint-Ouen, où le groupe de supporters chante fièrement à sa gloire et dont la future tribune ultra portera le nom. Si Rino Della Negra aura donc été l'un de ces nombreux héros français de la Seconde Guerre mondiale, il n'aurait peut-être pas fait bon être le voisin de Kanye West à cette période. Malgré les polémiques et ses prises de parole indignes que des excuses à demi-mot n'atténueront jamais, le rappeur américain était en Europe cette semaine pour s'y produire en concert, ou plutôt en listening party comme on le disait, puisque Ye, comme il faut désormais l'appeler, se produit en show sans chanter. Être la star de l'arène, faire le show pour ne rien concrétiser malgré un talent fou, on dirait un peu la trajectoire du petit Ryan Yerki du coup, tous. Voilà, c'est mon petit mot, c'est mon petit jeu de mots. Mais à Milan, où il s'est produit la semaine dernière, l'ex-Mister Kardashian a aussi eu le privilège d'assister à la victoire de l'Inter Milan face à l'Atlético Madrid en Champions League. Un club dont il est tombé amoureux, notamment de la culture ultra, en accompagnant son jeune fils, fan de soccer, comme l'exprime Tristan Pubert pour ce foot à nouveau. Le tout aux côtés de Richard Santoro, qui n'a rien à voir avec le tennisman, Val, conseiller artistique et surtout véritable fan de l'Inter devant l'éternel. L'occasion pour Ye de trouver l'inspiration dans la culture ultra grâce à l'aide du jeune compositeur et producteur italien Federico Segondome, le chargeant d'insérer des chants de supporters dans son prochain album. Et ce fut chose faite, avec plus de 200 ultras de la courbe nord de l'Inter, qui enregistreront en quelques jours 5 morceaux, dont 2 seront finalement choisis par Kanye West pour Star et Carnival. Une collaboration inattendue et plus qu'efficace, le second titre, Carnival donc, étant le plus écouté de son dernier album Vultures Part 1, sorti le 9 février dernier. Loin des supporters et des groupes ultra, alors vraiment très loin, Thibaut Leplat nous a une nouvelle fois régalé dans son dernier édito pour le site de la revue de l'After, intitulé « Tactique partout, football nulle part », alors que la tactique est devenue omniprésente dans les débats de notre époque. L'occasion de rappeler que la tactique n'est pas une science exacte et reste experte en réécriture de l'histoire, sans toujours parvenir à prédire l'avenir avec certitude. Car la tactique ne serait au fond qu'une manière de se rassurer contre le chaos, de mettre à l'arrêt le mouvement perpétuel et angoissant de la pensée sans but pour faire cesser l'étourdissement. Un univers qui fait planer sur le foot contemporain le déclin de ses héros dribbleurs ou de ses entraîneurs, sommés de s'expliquer sur leurs intentions qu'eux-mêmes ignorent parfois. Alors peut-être qu'un jour, ni entraîneurs ni dribbleurs ne marqueront plus jamais de buts. En attendant, votre question, c'était quoi, messieurs, le sujet du jour ? Dirigeant marque-t-il des buts ? Ouais, moi j'ai la réponse.
Tous non, sauf Tapi. Allez, amis marseillais, je veux de la diffamation. Merci beaucoup Flo pour cette nouvelle revue de presse. J'ai senti que ça t'avait un peu titillé de louper la semaine dernière. Ouais. Je sentis que t'avais un peu envie de te relancer là, que t'avais préparé Bah, tes pics surtout depuis. que Surtout en revoyant David un vendredi soir. Bah oui, Non, oui, mais je me doute bien que surtout ça que aiguise. il était, on a quand même mis en doute la légitimité de son absence, donc je pense qu'il voulait se rattraper aussi. Ouais. C'est fou, hein. En même temps, le mytho était pas très crédible, on va pas se mentir. Messieurs, les dirigeants marquent-ils des buts? C'est évidemment, comme tu viens de le rappeler, Flo, notre sujet du jour. Ce à quoi tu réponds, Olivier, en citant le livre de Ferran Soriano, le livre que l'on peut traduire Le ballon ne rentre pas par hasard, et non, le ballon ne rentre pas par chance. La gestion implique une planification à long terme. Il faut avoir une vraie vision stratégique et une connaissance de l'industrie. Les dirigeants jouent un rôle déterminant dans le recrutement, notamment du directeur général. Ceci nécessite une connaissance parfaite du secteur tout en gérant les coûts, et la réussite à long terme repose moins sur la chance que sur la gestion. Les dirigeants marquent des buts en positionnant leur club sur la bonne voie. C'est comme ça que tu réponds. Waouh, je vais y arriver. C'est comme ça que tu réponds à cette question. Oui. Très compliqué. C'est le lundi matin, le week-end a été un peu chargé, je ne vais pas vous mentir. David, à cette question, tu réponds toi en donnant l'exemple qu'avant il y avait un marché des joueurs, puis désormais puis ensuite un marché des entraîneurs, et donc désormais un marché des dirigeants. Tu donnes l'exemple de Dan Ashworth, et tu dis même que des termes existent désormais pour parler du marché des dirigeants, avec le terme par exemple de gardening leave. Et à la question de savoir si les dirigeants marquent des buts, tu réponds qu'ils marquent des CSC. Des mauvais dirigeants saccagent des clubs avec des décisions qui sont pourtant évitables. Et tu donnes 2 solutions à ça. Une solution éventuellement avant la reprise des clubs de Ligue 1, puisqu'aujourd'hui la DNCG a un rôle constitutif pour les reprises de clubs, mais pas le droit de veto. Et tu estimes que ce serait intéressant d'imposer un droit de veto pour éviter des reprises de clubs compliquées, comme le rachat de Lille par Gérard Lopez ou de Bordeaux. Et tu proposes aussi des solutions a posteriori après les rachats de clubs, en mettant en place une carte nationale d'identité mondiale des actionnaires avec des instances qui échangent entre elles pour éviter des rachats comme par exemple celui de 777 Partners qui est en passe de racheter Everton malgré des garanties financières très limitées. Et enfin, JB, tu réponds toi à la question en disant qu'il y a plusieurs types de dirigeants, mais tu parles surtout de talent politique de ces gens-là à toutes les échelles. Attendez, je me perds dans mes fiches. Voilà, et tu parles de conflit d'usage entre le dirigeant qui cherche de la rentabilité et de la productivité versus les supporters qui cherchent à prendre du plaisir. Tu parles aussi de conflit d'intérêts avec des dirigeants qui cherchent à développer leur propre réputation en achetant des clubs et en faisant leur réputation sur le dos des clubs ou en profitant des compétitions, en citant les exemples de Gianni et Alassane Ouattara pour la dernière CAN. Et tu parles aussi de rapport de force entre les joueurs et les dirigeants. Dans toutes les entreprises classiques, il y a des directions verticales, mais dans le football, les dirigeants sont en fait des auxiliaires des joueurs. Et tu conclus en disant que les dirigeants marquent des buts donc pour leur camp et qu'ils peuvent aussi devenir une menace pour la gestion des clubs. Messieurs, je vous laisse rebondir sur ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit dans cette première partie. Je laisse la parole à Olivier, peut-être qu'il y avait, je sais, quelques petits compléments à rajouter par rapport à ces premières explications de la première partie. Alors, merci, c'est très très intéressant. Merci David, merci Kylian le pauvre. J'insiste sur le pauvre. J'insiste Si vous achetez également. beaucoup mon livre, je serai moins pauvre. Ma Voilà, banque vous voilà, remerciera. Enfin, faut David, acheter le livre. excusez-moi. Non, je vais rebondir sur ta première remarque et ça me fait penser tout de suite à Georges Marchais qui, je ne sais pas s'il a beaucoup parlé de football, mais c'est vrai que ce qui est vraiment fascinant dans le football en réalité, c'est que c'est probablement un des rares secteurs dans l'économie mondiale où ce sont les employés qui ont un droit de décision, qui sont décisionnaires. Je pense que pour tout Et communiste, qui s'octroie la part du lion d'ailleurs dans le profit aussi. Exactement. Donc pour Karl Marx et les concubins, il n'y a rien de mieux en fait entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est très intéressant cette perspective parce que c'est vrai qu'elle donne un poids énorme à cette partie du groupe, mais en même temps, il faut admettre que c'est eux qui créent le spectacle. Alors après, Valentin, tout au début, tu as effectivement mentionné les fans en Allemagne, etc. Nous, on a fait un rapport pour le Parlement européen, justement sur l'avenir du football. Et c'était quelque part assez intéressant que dans notre analyse de dire qu'en réalité, on n'arrivera pas à avoir un football où on arrive à tout mettre tout le monde dedans, à savoir à la fois les fans qui
quelque part ceux qui créent le club, l'image, l'identité, la communauté d'une ville, et en même temps les intérêts des actionnaires américains et autres, qui évidemment viennent pour d'autres intentions. Alors, je ne nie pas cette problématique du dirigeant, mais je pense quand même qu'un vrai dirigeant, et j'en ai vu beaucoup aussi, pas forcément beaucoup en France, je dois l'admettre, mais il y a beaucoup de dirigeants qui restent humbles parce qu'ils savent que c'est eux qui prennent les décisions en fait. Honnêtement, c'est eux qui décident qui sera les 3-4 personnes qui vont gérer ce club. Alors évidemment, euh, si on a un très grand joueur comme Kylian Mbappé, c'est beaucoup plus facile que si on est en national, n'est-ce pas, David? Bientôt, Mais bientôt. bientôt. Ouais, enfin, je parle du présent, du futur, mais sincèrement, je pense qu'il y a quand même cette importance du dirigeant. Et l'exemple peut-être, et je termine avec ça, l'exemple pour moi qui marque vraiment la tragédie d'un club qui n'a plus ses dirigeants, c'est l'exemple de Manchester United. Parce qu'on oublie, mais il y a 2 personnes qui ont quitté le club en même temps. Alors, tout le monde connaît Alex Ferguson C'est David Gill? et l'autre David Gill. Et les 2 dirigeants sont partis en même temps. Et en fait, c'était le socle. C'était le socle, enfin, par le haut, puisqu'on parle de système pyramidal. Mais d'autant plus que Mais Arsenal, ceux c'était qui pas. Il y a jouaient eu David Dean et après Wenger. C'était pas concomitant, mais c'était un peu pareil aussi, ouais. C'était un peu pareil, même si la relation entre les deux était très très spécifique, tu vois. Un peu particulière d'ailleurs, avec le fiston de David Dean qui était impliqué Darren. sur les transferts. Alors que clairement, dans le cas de Manchester, Alex Ferguson était à la fois l'entraîneur et à la fois le directeur sportif, et David Gill le financier et le directeur général. Et ils n'ont jamais vraiment retrouvé ensuite le succès. Alors il y a eu les Woodward, il y a eu d'autres entraîneurs, mais on a l'impression que Manchester United, pendant 15 ans, n'a pas eu de tête. Alors du coup, on rigolait sur les joueurs de football, etc. Mais quelque part, s'il n'y a pas les dirigeants pour prendre ces décisions, alors après on revient à ce que disait JB, on rigole. Non, mais complètement. Non, mais moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, mais mais un peu après, comme dans tous les sujets, mais la vraie qualité d'un dirigeant dans le football, et c'est aussi l'humilité, c'est de savoir s'entourer. Il y a très, 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 très peu de dirigeants. Moi, je parle plus d'actionnaires qui savent s'entourer correctement, parce que le problème du football, c'est que tout le monde pense le comprendre. C'est que c'est un jeu qui est très, très simple. Mais tu peux intervenir, hein, Olivier, je vois que tu... Non, mais le vrai problème, en fait, et ça, c'est vraiment le fondement. Et dans les 3 dernières années, j'ai rencontré 10 investisseurs et les gens qui tournent autour d'eux. Et dans les 10 cas, il y a 3 fois où je trouvais que l'investisseur était instable, en le sens où il n'était pas sûr, il avait des visions un petit peu incertaines de ce qu'il veut vraiment acquérir. Tu vois, il était même pas au niveau du soft power ou ce que JB décrit. Mais les gens autour, en fait, le pire, et c'est ça dans le football en réalité, c'est que les gens qui sont autour ne connaissent pas l'industrie du football. Et c'est pas en lisant l'équipe ou en parlant dans un café de commerce PMU qu'on comprend en fait. Et sincèrement, quand on regarde, tu as évoqué David la DNCG, tous ces éléments, c'est d'une complexité immense. Mais Textor avait avoué qu'il comprenait pas du tout ce mécanisme de régulation financière, en fait, si tu veux. Mais tu sais, nous on a approché Textor et il a dit, moi en fait, je sais quand même à peu près tout. Et c'est là le problème. C'est là le problème parce que tu veux aider les gens. Alors, je ne cache pas qu'on fait ça C'est pas pro bono, ouais, j'ai compris. c'est pas pro bono, mais quand un plombier vient chez toi et qu'il te le répare à ton tuyauterie en 10 secondes, c'est parce qu'il a appris ça en 20 ans. Tu es frustré parce que tu payes le même honoraire que s'il avait fait ça en 1 heure. Enfin, tout ça pour dire que, sincèrement, je pense que euh, jusqu'à aujourd'hui, le football s'est très vite professionnalisé, entre guillemets. Enfin, on appelle ça professionnalisé. Il est devenu trop haut, trop vite. Mais en même temps, les gens qui sont autour n'ont jamais vraiment eu l'opportunité de se former. Et nous, par exemple, on donne parfois des petites formations de 4-5 heures à des personnes qui sont autour.
Mais je l'ai même offert à Ted Bailey quand je l'ai vu il y a quelques temps. Ça lui a pas Il a beaucoup dit, servi, hein, je te rassure. bah, non, 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 on lui a pas donné. On lui a pas donné parce qu'il a dit, tu sais, moi je suis américain, moi je sais comment ça marche. Mais Begdad Ekbadi, son numéro 2, c'est exactement pareil. Lui, ce qu'il te dit, c'est qu'il sait lever des fonds, qu'il a un track record en fait de vente-revente de société, et qu'il voit pas pourquoi en fait ce serait différent dans le football. Je pense que mais le vrai souci, c'est en fait pour moi il y a deux. Alors il y a beaucoup plus de types de mauvais dirigeants, et de toute façon le mauvais dirigeant, le bon dirigeant, il est toujours jaugé et jugé à l'aune de 11 places. Un bon dirigeant ne sera pas pareil pour un actionnaire qui attend un dividende que pour un supporter qui attend autre chose. Mais il y a deux types de très mauvais dirigeants. Le cas de très mauvais dirigeant, c'est celui qui pense savoir sans expérience. Et il y a aussi le cheval qui pense qu'il peut devenir jockey. Il y a énormément dans le football d'anciens footballeurs ou d'anciens entraîneurs ou d'anciens agents qui pensent que parce qu'ils ont fait 20 deals en tant qu'agent, 20 saisons en tant que joueur et qui ont gagné 20 trophées en tant qu'entraîneur, qui peuvent gérer une entreprise avec l'aléa sportif, avec la régulation financière, avec ces entreprises avec désormais plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, avec les swings de revenus, les tendances de revenus en fonction des résultats sportifs qu'il faut aussi gérer. Donc, ça demande une planification financière. Il y en a qui ont recours à l'endettement, il y en a qui ont recours au financement extérieur. Donc, comme tu le disais, il y a un manque de formation absolument évident. Même un joueur, regarde, je vais basculer dans la NBA, un joueur comme Michael Jordan, qui est le meilleur joueur dans sa discipline, ça a été un actionnaire absolument affreux. Il a fait une culbute avec sa franchise parce que mécaniquement, les franchises de sport américain se sont appréciées avec la demande, mais ça a été un actionnaire absolument affreux. Il y a très, 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 très peu regarde, justement, je parlais de la Class of 92 à Salford City. Ils sont financièrement, ils sont soutenus par Peter Lim, qui est un magnat, qui a d'ailleurs le Valence FC, mais ils sont montés jusqu'en en surpayant, et là ils stagnent depuis des années parce qu'ils n'ont plus les moyens de surpayer. Donc on voit, et pourtant il y a des sélections, il y a de la connaissance football dans cet actionnariat, mais c'est les deux choses qui manquent, c'est ceux qui pensent connaître parce qu'ils ont réussi ailleurs, et ce, parce qu'ils ont joué, justement. JB, tu voulais relancer? Ouais, moi ce qui m'intéresse là-dedans, tu faisais le parallèle avec la NBA, c'est ce sur quoi je voulais rebondir. On a vu une professionnalisation du foot européen, hein, et les activités d'Olivier le montrent. Ça monte en niveau par rapport à il y a 20 ans, c'est clair qu'il n'y a pas photo, parce que l'écosystème a changé aussi, parce qu'on voit d'autres types de structures qui arrivent, d'autres actionnaires, d'autres investisseurs. Mais ce qui me surprend toujours dans le foot européen, à part la Bundesliga, et encore, hein, avec l'histoire de CVC, on peut se poser la question, c'est quand on compare aux grandes ligues américaines, qui sont des ligues privées, qui sont finalement déchargées du risque de la relégation, on se rend compte qu'il y a un niveau moyen de management qui monte, une meilleure gestion financière, et c'est considéré comme des entreprises classiques. C'est-à-dire que même dans leur administration générale, et tu avais raison, hein, David, de pointer l'échec de Jordan, la demi-réussite aussi de Magic Johnson, quand il arrive finalement à la tête des Lakers, et il arrive à construire un business à côté, mais c'est pas forcément ce qu'on attendait de lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi finalement, alors on prend l'exemple français parce qu'on est français, mais pourquoi on a du mal en Europe à avoir finalement un niveau de professionnalisation des ligues, à l'exception de la Première Ligue et de la Bundesliga, où on arrive La Liga, à ça devient bien fournir aussi. La Liga, ça devient pas mal, pour le coup. Alors, je suis d'accord, la Liga depuis 5 ans, ça a changé. Fait un gros Tebas m'insupporte sur plein de trucs, mais là-dessus, je suis d'accord. mais Voilà. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui ces ligues-là ne sont pas des prestataires de services aux clubs. L'exemple catastrophique de la LFP, par exemple, c'est ridicule. C'est-à-dire que tu as plus de compétences dans les clubs qu'à la Ligue, et c'est la Ligue qui gère une partie des droits. Et donc une partie des revenus qui vont entrer. Or, ils seront incapables de faire la culbute qu'ils ont vendue à tout le monde, donc ils vont mettre tout l'écosystème en danger. Moi, c'est cette question-là, les gars, que j'ai envie de vous poser, parce que vous jouez avec les chiffres, vous savez comment ça s'organise. Pourquoi on a ces dirigeants-là, et pourquoi par exemple un Labrune est aussi séduisant que ça, alors que, c'est quand même l'éléphant au milieu de la pièce, que ça va être un carnage, l'appel des droits.
Mais alors, mais regarde, C'est la alors, coupe de cheveux, la brune, je pense. ouais, mais regarde, non, mais la Bune, politiquement, en fait, il a de l'entre-genre. Non, mais regardez, rien qu'en France, je sais pas si tu es familier, en fait, si tu veux, Olivier, avec l'actionnariat, enfin, c'est certainement avec l'actionnariat de nos clubs, qui réussit vraiment? C'est pas enfin, pour faire la promotion des financiers, mais Talence. qui vraiment réussit? T'as Ferry, qui a une très belle aventure actionnariale à Lorient, mais qui est un gérant de hedge fund qui gère depuis 25 ans des milliards d'euros. Hugo Orléans, qui est à la tech, a créé un des plus gros fonds de restructuring européens. Tu as Redbird à Toulouse, Camille Comoli, en fait, si tu veux. C'est que des gens qui savent compter, en fait, si tu veux. Tu as Caillot, qui a une entreprise logistique florissante. Tu ne peux pas faire l'économie dans le football actuel d'intelligence, de vision, de cerveau, de planification. C'est-à-dire que, et en France, on a encore du mal à l'accepter. Très franchement, on a vraiment énormément de mal à accepter. Moi, je me surprends de entre guillemets, la pauvreté du management, par exemple, au Stade Rennais, qui a des résultats corrects, mais qui est en sous-performance absolue par rapport aux moyens financiers déployés. L'Olympique de Marseille, j'en parle même pas. Je pense que on pourrait faire une émission entière. En fait, c'est le case study de gaspillage d'argent dans le football français. Mais on a besoin d'institutionnaliser des dirigeants, de leur donner un label une teinte un peu plus corporate et surtout de faire confiance à ceux qui ont prouvé à la compétence, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, je veux te relancer là-dessus, mais... Disons que je peux pas te contredire, David, au sens que tu as complètement raison qu'il faut savoir jouer avec les chiffres, mais je pense que le football mérite mieux que juste les financiers. Parce que le football, ce sont des terroirs, etc. D'ailleurs, dans la revue After Foot, il y a quelques temps, on avait écrit un article assez important, d'ailleurs, issu du rapport. On faisait la vraie distinction qu'il faudrait, en fait, dans le football, amener deux types de football. Un football un peu local, et d'ailleurs, on a appelé le club d'origine locale en définissant concrètement ce que ça pourrait signifier. C'était basé sur le fameux AOC, et pas par rapport à la ministre, mais l'appellation d'origine contrôlée. Et on l'a souvent, et j'en vois d'ailleurs souvent à Thibaut, les bières artisanales de Suisse en salutation, parce que ce sont voilà, des petites bières fabriquées de manière artisanale, alors pas forcément moins bonnes ou meilleures que l'industrielle, mais différentes. Et disons que... Ils sont meilleurs quand même. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Je rigole. Vas-y, continue. Ça dépend. Mais disons que voilà, elle reflète un territoire, un terroir, et le club aussi quelque part, les Brest, les Lorient, les Strasbourg ou plus bas dans les championnats aussi, ce sont des images fortes locales. Et on voit encore, par exemple, en Suisse, quand on voyageait, il y a cette imprégnation très forte entre les cantons. Donc peut-être en France, on le voit moins parce que c'est centralisé, mais je pense que chaque club a quand même cette importance. Et puis, quelque part aussi accepter qu'on est dans un football extrêmement commercialisé, certains diront américanisé pour ne pas dire capitaliste, où finalement, voilà, ce sont les chiffres qui comptent, etc. Et là où je te contredirais un peu, David, c'est que quelque part, ces clubs-là, les Lens, les Lorient, je ne nie pas en fait qu'ils sont bien gérés. Par contre, le fait qu'ils sont à l'aise avec les finances, quelque part, les mettent automatiquement plus au-dessus du reste qui sont mal gérés, tu vois. Mais en réalité... mais tu sais que ces clubs-là, c'est ceux qui respectent le plus l'identité locale. Hein. Enfin, C'est aussi des clubs où il y a des vrais piliers sportifs. Donc, un petit peu de ce qu'on disait par rapport à des vrais Manchester tout à l'heure. Je pense en fait, et là c'est peut-être une question pour répondre indirectement à JB, c'est quelque part, je pense que cette expérience dans la finance les fait comprendre que de toute manière, en réalité, il faut avoir les bonnes personnes. Et c'est ce qui fait en fait la réussite. C'est pas tellement la bonne gestion des finances, mais c'est surtout le fait d'être mieux entouré et d'avoir des bons positionnements. Mais après, là où je dirais pas que c'est un débat, mais c'est une question que moi je me frotte aussi souvent, c'est quand un investisseur arrive, il nous dit, par exemple dans un club, est-ce que je dois virer tout le monde ou pas? Grosso modo, hein, parce que c'est jamais, il virera jamais 100%, mais
De top Et je pense management, que- tu parles. Ah, c'était Oui. toi à Lyon. C'était Non, 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 toi. non, non. Non, mais on se pose la question, en fait, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Parce qu'en fait, c'est un peu le dilemme. Si tu le fais pas, tu sauras jamais ce qui a été bien fait ou mal fait. Par contre, si tu le fais, tu peux savoir si c'est moins bien fait ou tu amélioreras fondamentalement. Donc, si vous me suivez, c'est pour dire que finalement, il faut quand même changer les gens parce qu'il faut une rotation et c'est ce qui fait aussi la richesse parce qu'en réalité, tu as mentionné, et ça je suis complètement d'accord, qu'il y a différents types de dirigeants. Il y a un marché de dirigeants qui se crée parce que c'est la richesse en fait d'avoir vu quelques cultures, différents modèles. Voilà, par exemple, un Jean-Claude Blanc, qui était en France, en Italie, etc., qui fait qu'on peut avoir d'autres perspectives et c'est cette richesse qui fait qu'on va s'améliorer. Donc, Mais voilà. c'est marrant que tu penses de changer les choses parce qu'en fait, moi je discute beaucoup en fait avec des salariés, des anciens salariés, des journalistes en fait du côté de Bordeaux qui me disent non mais tu te rends pas compte, un tel, quand ils sont arrivés, ils ont voulu remplacer le staff, mais c'est des mecs qui sont là depuis 25 ans. Je dis mais attendez, le club il sous-performe depuis 25 ans. Enfin, on va quand même pas, enfin on n'est pas une coopérative. Enfin on va, enfin c'est pas une association, c'est pas l'amicale en fait des boulistes d'un Carquois. J'ai envie de te dire, justement, quand tu attends en fait, d'un management qui arrive, un club s'il se fait racheter, c'est généralement en fait que soit il y a des soucis, soit qu'il est en sous-performance, ou qu'en tout cas que le nouvel actionnaire a l'ambition de l'améliorer. Oui, enfin c'est. Mais t'as raison en fait. T'as toujours une jambe dans ce côté associatif où tu as un emploi plus ou moins garanti, et une certaine stabilité, un immobilisme qui est plus ou moins garanti, et une volonté de modernité en fait de l'autre côté. Donc c'est toujours ces deux aspects qui se. Et surtout, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas vraiment de formation qui est faite pour ces personnes-là, ou en général. Et le seul contre-exemple, c'est peut-être la NBA, où là, il y a vraiment, j'ai oublié le nom, ça m'a échappé, mais il y a un vrai formation de détection qui est créée par la NBA pour faire monter les gens dans les clubs pour qu'ils viennent à terme des directeurs généraux. Et ce qu'on n'a pas du tout ça en Europe. Mais finalement, quand tu viens dans un club et que tu as un employé qui a d'expérience, pour ne pas dire 25 ans de bureau, et que tu vois que dans le club à côté, 20 km plus loin, il y a aussi le même gars, mais qui a aussi 27 ans d'expérience, alors tu hésites entre pourquoi changer, parce que finalement, il n'y a, pas assez- il y a finalement pas assez de matière, entre guillemets, c'est ça le problème. Et il n'y a pas assez de détection, parce qu'on parle toujours du scouting, du scouting, etc. Mais en fait, on ne le fait pas du tout au niveau des dirigeants. Et c'est ce qui arrive au fait que, voilà, voilà, un Pablo Longoria qui est arrivé comme au tout bas de l'échelle, entre guillemets, il est devenu président. Alors, voilà, on peut rigoler ou pas, mais quelque part, ça a prouvé Ah, mais moi je trouve qu'il a que rempli, il c'était. a rempli complètement la feuille de route donnée par son actionnaire. Je pense que son actionnaire en est ravi, on est très content. JB, après on va pas tarder à conclure les gars. Sur Longoria, je suis d'accord avec toi, David, sur la première année et demie. Et après, c'est plus compliqué. Et ça, c'est l'autre question, c'est la probité de certains dirigeants, ou en tout cas la réalité de l'industrie du foot. C'est-à-dire que par rapport à l'écosystème qui regarde ça encore comme un sport ou comme une activité juste ludique, c'est de voir aussi l'intéressement que peuvent avoir certains de ces dirigeants qui peuvent orienter une politique sportive. Et ça, là-dessus, c'est peut-être aussi le défaut finalement d'information économique et financière qui fait qu'on a une vision encore complètement caricaturale de ce qu'est un club et de ce que sont ses dirigeants. À l'image finalement du regard qu'on pose sur les banques, hein, ou sur les dirigeants politiques en France. C'est peut-être ça, moi, finalement, qui peut constituer aussi une conclusion. C'est que pour regarder le dirigeant, il faut aussi avoir un œil averti. Et avec Olivier et David, c'est le cas. Et en l'occurrence, quand tu regardes le traitement général effectué par les journalistes en général, enfin, français et pas que, hein, c'est assez consternant. Quelqu'un veut rajouter quelque chose, messieurs, ou nous concluons pour cette semaine? Olivier, tu avais peut-être le mot de la fin? Je suis presque le mot de la fin parce que j'ai déjà ma lecture. Je ne sais pas si c'est le moment d'introduire. Bah, on va basculer sur les recos alors en tout cas, vas-y, je vais te laisser. Bah vas-y Olivier, je te laisse commencer avec ta Par, reco. par le passé, j'ai étudié à l'université aux États-Unis et je ne sais pas s'il est connu, si vous le connaissez, Adam Grant. C'est un professeur de l'université de Wharton, c'est un psychologiste qui a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir de la pensée flexible.
et avec le sous-titre Quand avez-vous changé d'avis pour la dernière fois? Et c'est pour ça que ça s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre émission aujourd'hui, parce que combien de fois vous avez entendu ça marchera pas, c'est trop compliqué, c'est qu'on a toujours fait comme ça depuis 25 ans. Ces phrases, on les utilise toujours, et alors qu'on évolue dans ce monde en plein mouvement, on reste souvent campé sur nos propres positions. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans le livre, c'est que Adam Grant dit que le fait de dire je ne suis pas partial, c'est souvent les gens qui croient qu'ils sont plus objectifs que les autres. Or, il s'avère que les personnes intelligentes sont plus susceptibles de tomber dans ce piège. Et donc, on pourrait résumer, si la connaissance est un pouvoir, savoir ce que nous ne savons pas est une sagesse. Et c'est pas Lao Tzu, c'est Adam Grant. Merci beaucoup. Je sais plus avec qui on avait enchaîné. David, pardon. Excusez-moi. Oui, alors il va y avoir un deuxième tome de cet article qui est assez long du The Athletic, mais le premier est absolument passionnant. Ça s'appelle Brailsford Story Part 1, The Rise of Mr. Marginal Gains on the Road to Man United. Donc en fait, c'est sur la nomination de John Brailsford, qui est le cerveau derrière Team Sky, derrière le cyclisme Dave anglais. Brailsford. Dave. Pardon. Pardon. Tout à fait. Je confonds avec John Beresford qui était un joueur de foot anglais. Mais voilà, et vraiment sa théorie des gains marginaux. Et l'article est assez piquant parce que Après, décrit les gains marginaux chez l'Xbox Sky, Ouais. voilà. Mais, alors, je ne dis Histoire nous rien. donnera raison, à mon avis. Hein. Je ne dis rien, mais en fait, la théorie des gains marginaux que lui a vraiment théorisé. L'article dit que parfois c'est beaucoup plus évident et moins clair que ça. Mais c'est vraiment fascinant. Recommandé. Très, très souvent à Lausanne. Ouais. Des Ouais. pédaliers très efficaces chez Sky. Non, mais c'est un ensemble, on va dire. JB. J'aurais pu vous parler de mon bouquin, mais c'est pas de celui-là dont je vais vous parler, parce que je vais vous saouler avec dans les prochaines semaines. C'est Fenêtre sur le Japon d'Eric Fay, c'est sorti aux éditions Piquet. C'est rare de lire des choses intelligentes et instruites sur le Japon. C'est rare de ne pas tomber dans les clichés. Ce livre est formidable. Très bien. Ça parle de quoi exactement? Bah, du C'est un Japon, manga, je du crois. coup? Alors, du Japon, on est d'accord, mais sous quel angle? Alors, c'est comment approcher le Japon et sa vision du monde au travers de ses artistes, de ses penseurs, de ses cinéastes et de ses auteurs. Et on est très loin de ceux qu'on cite en permanence et que personne n'a jamais vu ni même jamais lu. Et là, c'est assez intéressant de voir. C'est une succession de petits essais comme ça de quelques pages. Et ça donne un point de vue complètement différent sur un pays qu'on cantonne à l'idée de tradition et de modernité. Très bien. Flo. Documentaire reportage qui est passé sur France Télé là, il n'y a pas longtemps et que j'ai regardé en replay, Manoukian et ceux de l'affiche rouge, en référence à l'entrée au Panthéon de Misak Manoukian et de Méliné Manoukian la semaine dernière. Donc ça dure 1h30. Il est en boucle dessus. Il est en boucle, il est en boucle. Il ne fait qu'en parler. Mais c'est Ouais, dingue. ouais, Ouais, ouais. il m'a dit je peux pas louper le match à Bauer ce week-end parce qu'il y a le match. Non, c'était un peu un devoir. Donc documentaire réalisé par Hugues Nancy et qui était un peu mieux que la série, la semi-fiction qui passait aussi sur France Télé. Donc non, un beau moment. Et évidemment, n'hésitez pas aussi à regarder l'interprétation par Feu Chatterton au Panthéon, justement, C'est pour magnifique pour le l'intronisation coup. de l'affiche rouge. Et sinon, non, juste un gros big up par contre à Liverpool ce week-end, parce que la finale de Ligue Carabao a été absolument extraordinaire en termes d'ambiance, en termes de club tout simplement, et de cette équipe avec une crèche pendant la dernière heure qui a réussi à battre Chelsea avec une intensité Ça fait folle. longtemps que je n'avais pas vu une performance de gardien comme celle de Keller, pour le coup. Ouais. C'est vrai qu'il a été extraordinaire. Ça t'a rappelé Hugo Lloris? Mais en plus, avec, je crois, sur la feuille de match, il y avait 8 joueurs formés à Liverpool. Enfin, c'était assez Alors fou. moi, ce que j'aime, c'est que, alors ça m'a un peu renvoyé à mon âge, c'est qu'il y a le fils de plusieurs joueurs que j'avais vu jouer. Donc, qui n'est pas rentré. Il y a le fils de Jason Koumas, qui était qui était censé être un des joueurs britanniques les plus talentueux, qui a pas fait une carrière, qui a fait une carrière essentiellement dans la division inférieure. Mais voilà, pour nos auditeurs, allez taper les highlights de Jason Koumas, Koumas, sur YouTube. Vous allez voir des bien jolis buts.
Ça, c'est de la recommandation. Absolument. Et je vais clôturer ces recommandations avec une recommandation personnelle, puisque suite à ce petit week-end de Marseillais que je viens de passer avec des copains, je me permets donc de recommander le festival organisé par l'un de ses très chers amis, qui s'appelle Les Pluies de Juillet, qui est un festival sur le thème de l'environnement. Donc là, JB, normalement, si tout va bien, va bientôt me traiter d'islamo-gauchiste. Moi, j'ai juste vu une photo de toi déguisé en lapin avec une mère derrière. Moi, c'est tout. Voilà, disons Moi, que j'ai fait une Moi, je pense à tes parents, tu vois. Je J'ai pense fait à tes parents. oui, ils ont pas de problème, t'inquiète pas. Non, mais disons que j'ai fait une promotion sur les réseaux sociaux qui avait le mérite d'être originale. Mais voilà, Discutable. super festival sur le thème de l'environnement, avec des conférences, avec des concerts, avec le petit prince du rap algérien, Tif, qui sera programmé donc Il est en boucle. évidemment en boucle, qui sera programmé sur la scène des Petit Pluies de prince Juillet. du rap. Moi, je connaissais Voilà. le petit prince du rail, Faudel. Oui, bah alors Bah, on n'est pas loin. Hein. sache que Tif, qui est donc un artiste algérien qui s'inspire énormément de tout ce qui est raï, shahabi, toute la musique locale, tout ce qui est influence andalouse aussi en Algérie, voilà, et qui Kenji Girac. reprend un petit peu toutes ces tonalités musicales pour le prendre à sa sauce et rajouter un petit peu Alors, de rap là-dessus, et c'est exceptionnel. et je moi, recommande. pour finir, je sais pas si Olivier sait, mais tu sais que Lucas Podolski a fait fortune dans le kebab. Il a une chaîne de kebab en Allemagne qui sont délicieux. Il a fait fortune dans le kebab. Il a une chaîne de kebab qui est Et délicieuse. Tu sais, David, je suis une page sur Instagram qui s'appelle Les Savoirs Inutiles, et je suis en train de me demander si c'est pas toi qui Je ne tiens suis cette pas page. derrière. Je ne suis pas derrière. Parce que c'est fou Je le nombre ne suis pas d'anecdotes derrière. comme ça que tu Je ne suis as pas en ta derrière. possession. C'est pas du Bon, tout messieurs, inutile. c'est pas du tout inutile. Non, c'est vrai que ça sert très régulièrement de savoir que Lucas Podolski a une chaîne de kebab. Messieurs, merci beaucoup pour ce 19e épisode du Comex. Je fais un petit rappel pour nos auditeurs n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de mettre des petites étoiles, c'est hyper important pour notre J'allais référencement. bouffer un grec chez Podolski aussi. Voilà, allez bouffer un grec chez Podolski. Si vous pouvez, n'hésitez pas à nous faire des dons en plus du grec sur notre cagnotte LOASO. Et aussi, très important, puisque désormais le Comex est partenaire de la revue de l'After, n'hésitez pas à vous abonner sur le site de l'after.media ou d'acheter la dernière revue dédiée à la CAN et aux gestes mémorables du football dans vos kiosques et marchands de journaux. Les gars, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Comex. Salut. Ciao. Salut.